à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en émission avec des invités exceptionnels pour terminer cette semaine puisque nous avons plein de monde, dont Antoine qui est trop petit paraît-il. Tu dis que t'es trop petit ? Mais non, mais tu parais vachement grand. Ah oui, mais je suis vachement grand, moi c'est pour ça. Mais C'est oui. pas que je parais vachement grand, c'est je suis vachement grand. Mais tiens, bossu. À côté d'Antoine, nous avons Ludovic Maublanc, mesdames et messieurs. Oui, génial. Waouh, merci. C'est quoi cette voix ? Oui, c'est moi, oui. Moi, je sais pas, j'ai tenté une intro à la... comment il s'appelait déjà non, mais ça fait un peu Claude François. Claude François. Eh ben, la Claudette. Non, c'est horrible. Quelle horreur. Christine Alcoux. C'est non. C'est non, mais c'est non aussi pour moi. C'est juste, je lance des choses pour faire Bonjour, interagir moi. mes invités. Christine Alcouf à côté de Ludo, ravi de te recevoir de nouveau au chalet. Et celui qui n'était jamais venu au chalet, Thomas. Ravi de te recevoir pour la première fois avec l'équipe Lumberjacks pour parler. Évidemment, on va vous parler, vous voyez le menu en bas de l'écran des jeux Lumberjacks, il y en a plusieurs qui arrivent en cette fin d'année. Nous avons Moustache qui est posé sur la table, qu'on va vous montrer juste après. Nous avons également le fabuleux Alice que Christine et Ludo ont signé ensemble. Tous les deux, vous êtes les deux auteurs du jeu. Et Christine, en plus, tu t'es chargée de faire les illustrations. Tout à fait. Tu as deux casquettes dans cette émission, pas loin de l'édition. Ça va arriver prochainement, je te le souhaite pas, mais... Non, ça va. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Pierrot, par exemple, qui dit que des gens que j'aime beaucoup. Et il y a Martin. Toujours sympathique. Moi, j'aime beaucoup la présence de Pierrot dans les chats parce qu'il est toujours extrêmement sympathique. Oui. Plus que dans la vraie vie. Plus que dans la vraie vie. C'est qui, Il est Pierrot ? extrêmement désagréable. On a Ami qui nous dit que la musique d'intro est un peu moche et qui pense que c'est de l'IA. Normalement, non, parce qu'on a... Alors, effectivement, on peut pas contrôler. Là, vraiment, les trucs en IA, vous savez, ça va devenir très difficile de savoir ce qui est fait avec de l'IA, ceux sur lesquels les gens se sont aidés ou pas. Mais normalement, c'est une musique... Je regarderai à quelle date elle a été rajoutée sur la plateforme Artlist, parce que ça peut donner une indication assez forte. Mais je mettrai l'auteur de la musique, peut-être, pour vous irez voir ou lui poser la question. Voilà pour le lancement de cette émission passionnante et on va parler de plein de choses, mais déjà comment ça va Antoine, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Vous avez eu une belle année 2024, tu me disais. On a eu une grosse année 2024 avec plein de sorties et là en 2025 il y a eu Paper World, il y a eu l'extension de Solstice mais qui était la continuité de Solstice et Oui. depuis Paper World il n'y a pas eu de sortie puisque cette année on avait décidé de faire Les sorties sur la fin d'année. 3 jeux et puis ces 2 sorties qui arrivent en fin d'année quoi. Et 2024 c'était... Alors, on va essayer de se rappeler des jeux. J'essaie de me rappeler. Solstice, donc ça, c'est l'année dernière. Ouais. Donc, gros succès sur Solstice. Oui, c'est le jeu. Et puis, il fonctionne encore bien. Là, on s'apprête à faire un beau Noël. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Cadeau, oui, d'ailleurs, on parle de Noël. Est-ce que les boutiques vont recommander, je pose la question à celles qui sont présentes sur le chat, est-ce que vous allez vous recharger en cadeau pour les poser ? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur les comptoirs des ludothèques. Et puis en plus, le jeu, ça fait partie des jeux qu'on livre directement avec un display. Donc en fait, quand tu le sors du carton, tu le mets directement. Et puis il y a le présentoir qui va avec. Et c'est le cadeau idéal pour Noël, Secret Santa, etc. C'est pas cher. Et c'est un petit jeu, mais qui est vraiment cool en termes de règles, quoi. De Monsieur Boza. Oui, Antoine Boza, Solstice, et Bruno Catala et Corentin Lebras fournissaient beaucoup dans l'est de la France en termes d'auteurs. Oui. J'allais dire cafetière, mais en fait, Catala pas spécialement. Par là-bas. Ouais, il passe régulièrement. Ouais. Alors que t'es pas du tout dans l'est de la France. Mais il est presque de la cafetière. Oui. Parce que je crois que pour Et travailler, ouais. je l'ai plus vu à la cafetière qu'autre part. Parce qu'en fait, on se retrouve là-bas. Un jeu que j'adore sortir. Je regarde vos commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous allez le retrouver en boutique cadeau, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui fonctionne particulièrement sur le moment de Noël. L'année dernière, à Noël, ça avait vraiment très bien fonctionné. Et puis en plus, cette année, il a pas une deuxième vie, mais en fait, sa vie parallèle à l'export, en fait, se fait cette année, en fait, parce que ça va sortir cette année. Ouais. Et il y a eu pas mal de localisations. Il a vraiment très bien marché à l'export, donc ça va arriver maintenant, quoi, à l'export. Donc on va en entendre un petit peu parler dans d'autres pays, et j'espère en France encore, parce que il est vraiment chouette, quoi. Le tapis est magnifique. On parle de Solstice, là, ou de cadeau. Pourtant, il est beige. De ce tapis-là. Il n'y a pas de beige. Non, celui-là, il est dégueulasse. Il faut vraiment que je le change. C'est un très vieux, celui-ci. Le tapis... Il n'y a pas de tapis dans le cadeau. Et dans le cadeau, il n'y a pas de tapis. Non. Il y a un tapis dans Solstice, je pense qu'on parle du tapis de Solstice, qui est fait par Wagamat.
Là, on a fait toutes les sorties de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu Pocket Cat, il y a eu Umbrella. Ah oui. Il y a eu Fil Rouge. Il y a eu 2 fils rouges. Il y a eu 2 fils rouges, ouais. Deux scénarios de Fil Rouge. C'est une année de dingue. Ouais, c'était une année de malade. Il y a eu beaucoup de sorties, pas beaucoup de sommeil. mais non, c'était une année de transition. Il fallait absolument faire des sous, sinon il n'y avait plus de Lumberjack. C'est la réalité aussi, c'est que tu multiplies les sorties, tu fais un peu plus de sous, et obligatoirement, tu sors un peu plus la tête de l'eau. Donc il y avait aussi cette nécessité de sortir des jeux pour vraiment assurer le coup, quoi. Ça, c'était une réalité. Et quand ça va un peu mieux, on peut revenir à des valeurs un peu plus logiques, de sortir un peu moins de jeux, de les pousser plus, etc. Et puis quand tu as des jeux forts en main comme cela, c'est cool parce que ça marche bien, quoi. Donc ça va un peu mieux, je retiens ça par rapport parce que ça a été compliqué pendant une période. Très compliqué, l'année d'avant, 2023, c'était vraiment une année difficile. 2021, 2022 ont vraiment été. Parce qu'on entend énormément d'éditeurs nous dire c'est une période qui est difficile pour l'ensemble des éditeurs de manière générale, et finalement tu nous tiens un discours presque à contre-courant. Toi tu as anticipé le moment où c'était compliqué, et là ça va plutôt mieux dans le moment où c'est plus dur pour les autres. Ouais, ça a été compliqué avant tout le monde pour pas mal de raisons, mais en fait oui, et puis après quand tu vends pas assez de jeux, il y a un moment où tu es en difficulté, quoi. Donc on a été vraiment en difficulté en 2021, où on a vu passer un bel orage. Et depuis on s'est reconstruit aussi, ça a permis de reprendre les bases. Il y a Caro qui est derrière la caméra, qui nous a rejoint et qui m'a beaucoup soutenu dans cette période-là. Et il y a Thomas qui nous a rejoint maintenant, à la base pour Fil Rouge, mais qui fait beaucoup plus de choses que pour Fil Rouge maintenant. Donc ça permet aussi de se reconstruire, en fait. Tu reprends les bases, tu regardes ce qui va pas, et tu dis qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Si on veut vraiment continuer et comment dire, et charbonner, en fait, tout bêtement, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, et il faut le faire bien, mais il faut que ce soit efficace aussi, parce qu'il faut vendre des jeux, quoi. Malheureusement, c'est la base. Les gens te suivent, parce que je dis Titoun qui nous dit hier, j'étais à une animation de jeux de société, et justement, j'ai acheté Tilt et Moonlight. Que tu fais pas du tout. C'est super sympa. C'est super sympa. Non, ça, c'est sûrement le chat qui discute entre eux. Ah oui, ça arrive tout le temps. Alors, j'essaie de rebondir sur le chat, mais bon, c'est pas du tout des jeux. Moonlight, très bon, très bon Moonlight, mais c'est la boîte de jeu Moonlight par contre. Ouais, Moonlight, c'est Alexandre Aguilar. Il est sur Moustache, justement. Il y a un lien. Mais oui, il y a toujours des liens, de toute façon, on retrouve les mêmes partout. Alors, parlons de l'équipe, un petit peu Lumberjack, parce que je t'ai reçu avec des personnes différentes par le passé, et aujourd'hui, donc, je vois Thomas, je vois Caro, l'équipe a un peu changé. Avec Caro notamment, on a fait une des visites les plus extraordinaires de l'histoire, quand vous êtes venu sans jeu, je sais pas si tu te souviens. C'était super. On a eu la seule visite où les gens sont venus sans jeu, et du coup on a joué à d'autres trucs, mais on a passé un bon moment, c'était génial. Donc ça a tourné un peu. L'équipe a changé. Il y a Xavier, lui, c'était malheureusement on a un historique. Il y a Xavier Avril qui était avec nous, qui a quitté l'équipe justement fin 2021 parce que ça allait pas bien. Et il a eu la possibilité de rebondir assez rapidement à 100% chez Booklocker. Donc il est chez Booklocker, et puis il y a eu Caro qui est arrivé dans la foulée, mais avec un petit peu d'heure pour venir m'aider, surtout sur l'export à l'époque. Au tout début, c'était vraiment sur l'export où il me fallait un coup de main. Et puis au fur et à mesure, il y a eu plus de jeux. J'ai eu besoin d'aide sur des jeux parce que je pense que je plafonne en termes de compétences sur le développement, et c'est là que Thomas est arrivé. On se le dit tous, ouais. Non mais c'est vrai, on peut. Alors Thomas, tu as rejoint l'équipe. Alors on te connaît Thomas parce qu'on t'a beaucoup vu, notamment en animation. À un moment tu tournais avec Cocktail Games, je me souviens, notamment dans des bars, dans des lieux de rencontre, pour faire tourner les jeux, et on te doit quand même on te doit quand même quelques-uns des succès aussi, en partie bien entendu, il y a toute une équipe derrière, mais le fait sur les jeux Cocktail Games qu'il soit si bon en termes d'écriture, de règles, des cartes de jeu, tout le monde le dit, ces jeux de top 10 notamment sur lesquels tu as beaucoup travaillé, c'est aussi lié à une stratégie d'équipe, que Cocktail Game a toujours aujourd'hui, je pense, mais de faire tourner énormément les jeux et d'avoir énormément de retours sur chacune des cartes. Oui, ça c'était une des manières de travailler qui a été créée chez Cocktail, parce que à ma connaissance, j'ai pas croisé beaucoup d'autres éditeurs qui travailleraient de cette manière-là. L'idée, c'est que moi je vis à Nantes, et donc les bureaux de Cocktail Games sont à Versailles, mais je faisais
des petits allers-retours réguliers. En attendant, les prototypes que j'avais sous la main, je les faisais tourner énormément dans des lieux publics, donc dans des bars, mais ça pouvait être aussi des ludothèques, des médiathèques, ça dépendait un petit peu du profil de jeu. Et pour faire jouer au maximum les gens, pour se rendre compte, notamment le grand public, pour se rendre compte, nous il y a tellement d'automatismes, on se rend même pas compte qu'il y a des mots, même je sais pas, le mot défausser par exemple, pour défausser une carte, il y a des gens ils savent pas ce que c'est quoi. Ouais. Et en fait du coup ça a permis de développer les jeux pour essayer de les rendre les plus accessibles possibles, sans jamais renier non plus le fait que c'est cool d'avoir des jeux qui sont intéressants et qui vont intéresser aussi les gens qui jouent plus, et d'essayer de trouver le point de jonction entre ces deux endroits là quoi. Donc ça c'était une vraie spécificité de la manière de travailler chez Cocktail, que moi je suis parti, je salue mes anciens collègues avec grand plaisir. Oui, je crois que la relation elle a l'air toujours très bonne, parce que quand on parle de toi c'est toujours très bien. Et merci. Et du coup j'avais envie d'un peu d'indépendance, et puis là on s'est rencontrés avec Antoine sur Fil Rouge, qui a été un super projet, et du coup on continue ensemble à travailler de cette manière là quoi. Donc là tu es toujours sur Nantes, donc ouais. Vous êtes moins loin du coup, parce que toi t'es où exactement Antoine ? À côté de Caen. Oui, mais les trains vont plus vite à Paris que pour faire parce que c'est le TER. De Nantes, ça va, j'en vois plus vite en voiture. Ah bah oui, je me souviens du sketch de Raymond Devos, effectivement. C'était de toute façon, la Normandie, c'est comme Clermont. Il faut que tu prévois la journée pour y aller, quoi. Et alors, tu occupes quel poste exactement maintenant ? Tu travailles de manière en freelance plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais du développement, du test. Je continue. En fait, le développement naît du test. C'est d'abord, je vais prendre le jeu. Je peux très bien avoir des hypothèses sur qu'est-ce qu'il faudrait bouger ou pas, mais je vais aller le vérifier et puis certainement découvrir des nouvelles choses que j'avais pas anticipées, et à partir de ça, proposer des solutions de développement au fur et à mesure. Donc il y a de ça, mais ça peut être de temps en temps de l'animation, de la rédaction de règles, des idées de com, il y a plein de choses. Ouais. J'aime bien le fait de pouvoir toucher à plein de trucs en même temps, sinon je m'ennuie assez vite. Et là tu travailles donc, Antoine, plutôt en mode freelance, avec des freelances qui... Il n'y a pas de salariés spécifiquement sur ces postes-là ? C'était indispensable il y a quelques mois de ça encore, c'était quelque chose qui était vraiment... Oui, mais c'est un coût, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que là on parle de ça, j'aime bien moi, ces questions techniques. Ah non, mais c'est super intéressant. Je trouve ça passionnant. Quand tu travailles avec des freelances, c'est forcément plus cher que si tu travailles avec des salariés, sauf que tu vas répartir la charge de travail en fonction de ton budget. Oui, alors après là la charge est quand même répartie sur l'année, puisqu'on travaille alors avec Thomas c'est plutôt sur le jeu en lui-même, avec Caro ça va être lissé sur l'année, donc c'est des budgets qui sont prévisibles, mais après plus cher je sais pas, parce que tu as quand même le coût du travail en France, tu multiplies, c'est pas le salaire, tu le multiplies par les... Alors si ça coûte moins cher, c'est que les freelances font pas les bons tarifs. Mais non, c'est équivalent, c'est juste un peu différent. Pour l'instant, c'est plus... si tu vas chercher des financements en banque et que tu as une masse salariale qui est réduite et que tu bosses qu'avec des freelances, ça les rassure, même si pour moi ça change pas grand-chose. Oui, humainement parlant. Il a fallu que j'aille en banque chercher des financements pour sortir la tête de l'eau, et accessoirement, ça les a rassurés de savoir qu'il y avait une masse salariale qui n'était pas dingue. Donc voilà, c'est tout bête. Ça va peut-être changer à l'avenir, mais quoi qu'il en soit. Puis ça leur permet. Alors à la base, Thomas travaillait avec d'autres éditeurs, et il travaille toujours avec d'autres éditeurs, un peu moins parce que pour le coup d'ici à la fin d'année il va être un peu beaucoup Lumberjack. Caro travaille avec 3 autres éditeurs, avec Gameflow, Catch-Up et Flying Games beaucoup aussi, donc mine de rien ça leur permet aussi de voir du paysage et puis d'autres têtes, parce que je sais pas si je suis agréable au quotidien, donc peut-être qu'il y a des gens sympas à côté, donc voilà. Alors, on va vous parler de jeux de société, ça me paraît une bonne idée aussi dans cette émission, et on va faire dans le désordre, je vous propose, pour entendre un peu parler aussi Christine et Ludo, là, qui nous regardent comme des poissons dans un aquarium. J'ai toujours les belles images. C'était très agréable ce matin, t'es content d'être venu ? Je vais pas faire le mime. J'adore être agréable, ça c'est ma grande passion. Donc on a Alice de l'autre côté du miroir, ça c'est le deuxième qui va sortir, on reviendra sur Moustache juste après. Christine Alcouf, Ludovic Maublanc aux commandes d'un jeu qu'on a beaucoup vu tourner au chalet, et avec une idée. Alors si on le décrit très rapidement, on va dire c'est un roll and write, un flip and write. C'est un flip and write, donc c'est un jeu dans lequel on tire des cartes et on va écrire sur des petites fiches individuelles. Quand on vous dit ça, on a l'impression qu'on a dit comme d'hab. C'est l'expression préférée de Ludo. C'est vrai. Mais pas du tout. Il y a vraiment des originalités fortes à l'intérieur de ce jeu, et on va commencer directement à vous les montrer. Qui en parle ? Qui se lance ? Qui nous le pitch ? Comment ça, non ? En plus, c'est toi qui as la place, où t'as une caméra et tout.
Du coup, donc effectivement, c'est un jeu à cocher. On aime bien ça avec Christine et c'est déjà notre 3e jeu édité. C'est ça, c'est notre 3e jeu, même s'il y a Jack Gatsby qui est aussi qui fait partie un peu pour moi de la même famille. Et en fait, Christine, elle aime beaucoup les roll and write. Elle s'est dit le prochain qu'on fait, c'est un roll and write. et donc on a réfléchi à ça. Et effectivement, on aime tous les deux bien ce style de jeu, donc il fallait quand même qu'on trouve une originalité quand même à apporter à la famille, parce que sinon effectivement ça n'a pas grand intérêt. Je te laisse faire la manipulation des petits papiers et tout, mais grosso modo, l'idée c'est qu'on a une fiche sur laquelle qui représente en fait le labyrinthe de la Reine de Cœur. On joue Alice dans un univers Alice au Pays des Merveilles, et on va se promener dans ce labyrinthe en cochant des cases qui vont nous permettre de nous balader comme ça dans le décor. Quand on va croiser des objets, on va les reporter sur sa fiche sur la partie scoring de la fiche qui est à gauche. Donc il y a plein d'objets qui font des effets différents, des choses différentes, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on voit que sur la fiche, il y a également des miroirs, et comme dans Alice, quand on coche un miroir, on passe de l'autre côté du miroir, et là hop, on retourne sa feuille, et on passe de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la feuille, et on va avoir également des objets à récupérer, des choses à faire de ce côté-là de la fiche, et quand on va recocher à nouveau un miroir, on va repasser de l'autre côté de la feuille, et tu fais super bien, Antoine. Ouais, bien. Et donc on va pouvoir comme ça faire des allers-retours d'un bord à l'autre de la feuille, récupérer les différents items, les roses de la Reine de Cœur, les flamants roses, les petits hérissons. Et quand la partie est terminée, quand on a joué toutes les cartes du jeu, on va pouvoir plier la feuille en deux pour faire rejoindre les deux parties scoring. Et le fait que ça se rejoigne, ça va permettre de calculer son score final et voir celui qui s'est le mieux débrouillé. Voilà. Donc ça, c'est la base du jeu. Et dans la boîte, on propose donc ces fiches-là qui permettent de jouer de 2 à 6. Mais on propose également une variante avec 2 fiches supplémentaires qui permettent de jouer en équipe. Donc on va jouer à 2 contre 2. Et donc dans chaque équipe, il y aura un joueur A, un joueur B, avec chacun 2 fiches différentes, mais qui se répondent l'une à l'autre. Et on va tâcher d'être l'équipe qui fait le meilleur score en coordonnant nos efforts. Parce que il y a un joueur de l'équipe qui va pouvoir faire certains trucs que l'autre ne pourra pas faire, donc il va falloir s'organiser entre joueurs pour faire le meilleur score possible. Notamment, on peut aller piquer la couronne de la Reine de Cœur, mais il y a un joueur qui a accès à la clé, l'autre joueur qui a accès à la couronne, mais il ne peut rentrer que si l'autre lui a trouvé la clé. Donc ça fait partie, c'est une des interactions qu'on a entre les deux joueurs. Et il y a plein de choses, et à la fin, pareil, on plie sa feuille pour réunir les deux scorings et pouvoir calculer son score final. Voilà. Non, ça crée des Quand tu feras la météo, si tu veux, je veux bien montrer la carte. Mais c'est vrai que ça. Et voilà, après il y a les 2 scores qui sont comme ça. Et le score total, voilà. Ouais, il y a une vraie originalité parce que ça crée des interactions entre les joueurs. Le fait d'avoir déjà des petites courses, des petits aspects où forcément on surveille un peu ce que les autres font, mais le fait de repasser de l'autre côté, de dire c'est bon, moi je passe de l'autre côté, il se passe un truc autour de la table, contrairement à pas mal de jeux de roll and write ou de flip and write dans lesquels on est chacun sur notre petite feuille. Hein. Tout à fait. Là, on n'est pas rentré dans les détails des règles, etc. Mais effectivement, dans la version individuelle, quand on est de l'autre côté du miroir, on peut aller récupérer les théières pour faire des tea parties. Et il y a une course parce qu'il y a des points de victoire plus ou moins à gagner, etc. Et quand on joue en mode en équipe aussi, il y a plein d'interactions sur le fait de où est l'équipe d'en face, de quel côté ils sont. Ouais. Ça génère pas mal de choses. Alors on a Cobrion qui nous dit moi ça me pose problème parce que je plastifie mes feuilles et ça va être compliqué. Alors ceci dit, nous on a testé les roll and write avec des feuilles plastifiées, Ludo, là on a fait un atelier fabrication, c'est faisable. Hein. Oui, c'est complètement faisable, tout à fait. Il faut toute une technique particulière. Comment tu avais fait? Tu avais coupé la feuille, tu avais remis un scotch. Il faut couper la feuille, mais je pense qu'il faut la solidifier. Il faut peut-être mettre 2 feuilles l'une derrière l'autre avec un petit carton pour pouvoir faire une charnière et tout. Enfin, c'est faisable, c'est un peu technique quand même. Et nous, on l'a fait. Là où on a choisi de ne pas le faire, c'est aussi parce que comme on retourne la feuille régulièrement, souvent ce qui est en dessous s'efface. Ouais. Et quand on repasse de l'autre côté, ça s'efface. Surtout si en plus on est sur un tapis feutré, etc. En fait, le dessous s'efface en fait, parce que tu peux retourner jusqu'à 4 fois ta feuille, pardon. Ouais. Donc c'est quand même très dérangeant en termes d'ergonomie de voir tes coches disparaître, quoi. Et cette tâche, la table, moi c'est mon problème. Effectivement, la table tachée, c'est insupportable. Et il y a Rachou qui précise qu'il faut absolument, la règle importante, c'est que quand tu passes le portail, il faut faire le bruit. Et quand tu traverses une miroir, tu fais comme ça.
Là, c'est très important, les gens le font, il faudra que les gens le fassent à la table de jeu, c'est très important. On a David de Darucat qui vient de débarquer, qui dit juste « Salut Thomas ». Il a dit bonjour tout le monde avant. Mais salut David. J'en profite pour répondre à une petite question qui est passée dans le chat. Quelqu'un demandait si le festival de Ludimania, le jeu serait jouable ce week-end. La réponse est non. On n'a pas encore reçu suffisamment de boîtes pour faire de l'animation. Par contre, vous pourrez retrouver Moustache, dont on parle tout à l'heure. Voilà. Ludimania, c'est la saison des festivals d'automne qui ont lieu. Je regarde un petit peu aux commentaires parce que ça a l'air super malin, nous dit Caroline Flé, qui a très envie de le tester. Ça donne envie de cocher des cases, nous dit des beaux jeux. Merci pour votre enthousiasme. Ah, Aline nous a ramené quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, Aline? Qu'est-ce que tu... Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais quand même continuer avant de vous montrer ce journal qui vient d'arriver. L'idée d'Alice, ça vient de toi, Christine? La thématique, parce que moi j'aime bien les thématiques des jeux sur lesquels tu travailles. Je me demande si c'est toi le liant entre Gatsby, que j'adore cette thématique, j'ai trouvé ça génial. Honnêtement, je me rappelle pas parce que je me rappelle très bien de la session de travail pendant laquelle on a commencé à poser les bases d'Alice, et il y avait très très tôt le thème d'une part et l'envie de roll and write d'autre part, en se disant dans un premier temps c'est un thème qui est inspirant parce que c'est un univers qui est hyper riche et il y a plein de choses à faire, et au pire en fonction du jeu ça peut rester ou ne pas rester, mais autant profiter du fait que y a tout cet univers et toute cette construction pour y trouver de l'inspiration aussi. Oui. Et en réalité très rapidement il y a eu des choses qui étaient assez intriqué et qui fonctionnait avec ça, par exemple le fait d'avoir des bonus Eat Me, Drink Me qui permettent de réduire ou d'augmenter la taille de ces polyomino, ça a vraiment un intérêt sur le fait de rappeler comment ça marche, que les gens y comprennent, etc. Et voilà, évidemment ça avait vocation à rester un petit peu plus facilement que si le thème était juste plaqué comme ça. Donc c'est venu très tôt. Je pense que je dirais que c'est plutôt moi, mais probablement que c'est nous deux en même temps. Je sais plus. Là, je t'avoue, c'est pareil, je me souviens très bien quand on a enchaîné les tests. Mais c'est complètement à quel moment... au début. Oui, complètement au début. C'était Alice dès le départ, en fait. Ouais. Même si je sais plus par où c'est arrivé. Je me souviens plus non plus. Il y avait le thème d'Alice ou cette inspiration-là avant même que la fiche soit retournée. Oui. Voilà. Ah oui, avant que pourtant ça fait vraiment partie alors du truc. Alors que c'est quand même la base du jeu, quoi. Là, ça montre aussi que les thématiques, on les choisit pas au hasard, parce que tous ceux qui disent on n'a qu'à faire les plantes, ou alors on n'a qu'à faire le Japon, et puis finalement derrière tu te dis ça peut être n'importe quoi. Mais une thématique forte, elle permet aussi de créer des choses. Je sais pas si c'était le cas sur Gatsby également, mais ça permet de créer des différences par rapport aux autres jeux. Surtout là, en fait, effectivement au début on se disait avec Chris, si on met Alice parce qu'on a envie, etc. Et peut-être plus tard ça changera. Au fur et à mesure, ça pouvait plus changer en fait. Au bout d'un moment, ça s'est tellement imbriqué dans la mécanique du miroir, dans plein de choses que c'était toujours possible de mettre un autre thème, mais là vraiment ça avait pas de sens de changer en fait. C'était tellement cohérent avec tout le reste. Alors moi j'ai pas l'expérience d'avoir travaillé avec plein d'auteurs, donc je me rends pas forcément compte de si c'est souvent le cas, mais je dois dire quand même que pour avoir déjà fait des jeux avec Ludo, il y a cette particularité que tu as citée aussi, c'est qu'on sait plus de qui vient les idées. C'est assez dingue, c'est vraiment Ludo, quelqu'un qui arrive à travailler avec les gens en laissant beaucoup de place et puis d'échanges, à tel point qu'on n'est pas en train de compter les points. Parce que j'ai déjà vu, tu sais, des auteurs travailler ensemble, dire ça c'est l'idée de machin, ça c'est l'idée de truc, puis on a fait le jeu à deux. Là, vous me dites que c'était pas le cas du tout. Ouais. Non. Là pour le, c'est ça. En fait, c'est effectivement des échanges, c'est des fusions de trucs. Au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens de se demander mais d'où vient. Non, mais des fois on le sait tellement les gens sont différents. Ouais. C'est vrai. Moi avec Ludo, je compte toujours les points, nous dit Antoine. Antoine Beza. Nous, les jeux qu'on a fait ensemble, j'ai aucune idée. Je me posais la question le coup dernier avec Aline, je ne sais pas du tout qui a eu quelle idée. Aucune idée. Franchement, je me rappelle pas. C'est tout des échanges, des discussions, et puis le plaisir de chercher des idées qui marchent bien ensemble. Et c'est très agréable, je dois dire. Mais sur la thématique, pour revenir sur la thématique, c'est marrant parce que pour un flip and write, où on pourrait il y a beaucoup de gens qui disent que les flip and write, les thèmes, c'est plaqué, il n'y a pas besoin de mettre de thème, ça pourrait être rose, bleu et vert, et puis voilà. Mais les premiers retours que moi j'ai eu sur Alice, justement, notamment quand je l'ai présenté à BlackRock, par exemple, qui ont eu quand même pas mal de jeux sur des thématiques de livres, de licences, etc., qui me disent attention parce que souvent c'est plaqué.
Ouais. Direct, ils m'ont dit, pour une fois, c'est le premier jeu Alice, parce qu'il y en a eu d'autres quand même. Il y en a eu pas mal des jeux sur Alice. Et c'est le premier jeu qui testait, et ils avaient peut-être pas tout testé, mais où on sentait vraiment l'univers dans la mécanique et vice-versa, quoi. Et donc ça, c'était vraiment super intéressant d'avoir ce retour-là pour Alice, en fait, pour ce thème qui a été choisi, et c'est super important, en fait. Et des fois, sur les jeux Alice, la mécanique is missing. Bien. On va enchaîner avec ce petit journal que j'ai récupéré. D'ailleurs, là. pour répondre à une question, il sera visible à Vichy du côté pro. Pardon, j'avais vu la question puis je l'avais oublié. Et il sera jouable à Vichy, il y aura une table sur l'espace Blackrock. Oui, mais côté pro, pas côté non pro. Côté non pro. Ça sera du côté pro, non. Ouais, le côté, parce qu'il y a 2 festivals à Vichy, donc c'est un peu un casse-tête, parce que quand les gens en parlent, on se dit je vais aller à Vichy, j'ai vu tous les éditeurs qui viennent. Ils arrivent à Vichy et là, drame, désespoir, malheur, il reste 2 éditeurs qui sont là. On a Johan Levé qui est là sur le chat. Il y avait je sais plus qui voulait voter pour Alice is Missing. On lance pas le vote, le système de vote de Johan qu'on fait quand on fait plein de listes actuellement, mais si jamais, parce que moi j'ai pas accès à la console, je l'ai pas préparé là, si jamais Johan a envie de lancer le vote juste sur Alice is Missing pour que c'est pas Alice is Missing, pardon, tu es resté sur ta blague. Ma blague était super. De l'autre côté du miroir, pardon. On a retrouvé Alice, ça, si tu veux. Oui, c'est Ding Loops qui veut mettre 100. Et je trouve que, effectivement, 100 aussi, tout le monde met 100. 100 de hype sur Alice. Très bien. Lancez pas le sondage, dites directement à Johan de mettre 100 sur le... On va vous parler de ça. Hier, vous êtes arrivé avec un petit journal, Le Petit Bûcheron, mesdames et messieurs. C'est nouveau, ça. C'est le numéro 1, c'est ça ? Ouais. Waouh. Vous êtes mais ça fait un moment que tu me dis, Antoine, moi j'adorerais, j'aime bien faire de l'édition, mais j'adorerais bosser dans la presse, en fait. Si je refais une carrière, peut-être je bosse dans la presse. Ça n'arrivera pas. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je trouve que à l'époque où je me délectais des articles de Mops, même de FAL, etc., des choses qui étaient vraiment rédigées, écrites, on prenait le temps. Quand je vois énormément, alors après vous ne sentez pas visé obligatoirement, mais je vois énormément de non, on n'en fait pas d'articles. Blogs. Non, pas vous, mais les gens qui écoutent. Mais je vois beaucoup de blogs qui, en fait, c'est la même chose d'un blog à l'autre. En fait, c'est de la paraphrase de règles, et puis ensuite, après, j'ai bien aimé. Merci pour la boîte, l'éditeur. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et je pense qu'il y a vraiment besoin de se repenser en termes de médias dans le jeu de société, parce que puis après, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, donc autant sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de particularités chez les reviewers et chez les indépendants, et c'est intéressant, parce qu'il y en a plein qui sont différents. Ouais. Mais il n'y a plus de médias écrits, vraiment. Ouais. Et nous, ça nous donne plus non plus l'espace d'écriture où, à l'époque, sur Trick Track, on pouvait écrire nos articles, même si c'était sponsorisé éditeur, c'était super plaisant de pouvoir avoir une sorte de tribune. Et en fait, on n'a plus ce genre de choses. Alors, mon opinion là-dessus, c'est qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que t'as du plaisir à écrire quand t'as du plaisir à être lu aussi. Parce que là, plein de monde peuvent faire des articles, on en a vu passer de temps en temps des gens se lancer dans l'écriture, mais il n'y a plus grand monde pour les lire. Oui, donc ça te freine aussi, parce que moi j'adore ça, mais si c'est pour écrire des trucs que personne ne lit. J'ai d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, on va avoir des suggestions hors jeu de société tout à l'heure. J'ai écouté un podcast de Joël Dicker, qui est l'auteur du livre que je vais conseiller. Et qui avait lu pas mal d'études sur la lecture, justement, sur les écrans. Ouais. Et en fait, sur les écrans, il y a une lecture, il y a eu des études qui ont été faites, on lit en Z, en fait, et on finit par ne plus du tout lire la totalité, mais par contre, on saisit l'essence des articles sans même lire. Et avec Thomas, on en avait beaucoup parlé, et on s'est dit, mais en fait, ça passe par le papier, en fait, où quand tu as un papier dans les mains, tu peux y revenir, tu peux le mettre aux toilettes, et j'adorerais qu'il finisse aux toilettes, parce qu'en fait, non, mais pour de vrai, c'est vraiment quelque chose de sincère, parce que finalement... Vous allez bosser sur un papier un peu doux ? Oui, ouais, là pour le prochain, si tu veux. Ouais. Ou alors j'en ferai un exemplaire que pour toi, tu vas te marcher avec si tu veux. Non, mais en fait, le papier, tu peux y revenir, tu peux le poser, tu peux le lire en 18 fois, c'est pas grave. Et donc c'est un petit journal qui s'adresse aux pros. Ouais. Donc on l'envoie à la presse et à toutes les boutiques et les bars à jeux. Donc par courrier. Ils le reçoivent et puis ils en font ce qu'ils veulent. Et ils le distribuent. Je pense qu'ils le mettent devant la caisse. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à l'écrire. C'est tellement agréable. Voilà. Oui, puis je pense que la volonté, c'était aussi de parler d'une autre manière. C'est que, en fait, ça part aussi du fait qu'en tant qu'éditeur, envoyer des newsletters à des boutiques notamment, elles reçoivent tellement de mails tous les jours
qu'à la fin elles les lisent même plus, elles les ouvrent à peine. Alors que là, on peut supposer, effectivement, on a eu des retours qui étaient chouettes dans ce sens-là, on peut supposer que quand on reçoit ça, même si on le lit pas tout de suite, il va traîner sur un coin de caisse, et qu'à un moment donné, les gens vont avoir envie de le lire. Et donc le truc, c'est pas forcément de faire la promo, bien sûr qu'on va parler des projets sur lesquels on est en train de travailler, mais il y a aussi une part un peu de nous là-dedans, d'écrire des choses, soit des réflexions qu'on a à l'heure actuelle sur le secteur, soit de parler aussi de petites anecdotes qu'on a pu vivre et qui nous rappellent certaines choses, etc. Donc c'est d'essayer de mettre un petit peu d'humain là-dedans, là où le numérique par moment nous met vraiment une grosse distance. Là c'était d'essayer de se rapprocher des professionnels avec lesquels on travaille, mais d'une autre manière, quoi. Donc voilà, vous avez un petit journal, on va le regarder de nouveau. Hop, je me mets la vue du haut et... illustré à la main, vous avez un article, une réflexion signée par le grand auteur Antoine Roffet. Ça, c'est la vidéo, ça. C'est pas la vidéo, je me suis trompé de vidéo. La voici la vidéo. Attention, vous êtes toujours à l'antenne. Oui. Voilà, attendez, je me mets à l'antenne. Ah, mais vous me demandez de faire plein de trucs en même temps, et moi je suis nul, hein, c'est facile pour vous. Mais là, vous surgissez tel, je vais essayer de faire une métaphore qui soit élégante, tel le pain dans le grille-pain. Pas mal. Illustré à la main par Antoine Roffet, on a cet article-là, on a Tea Time, petite présentation de Tea Time. Il faut quand même qu'on fasse un peu de pub, attends. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est aussi, le petit théâtre. Donc ça, le petit théâtre, c'est un des jeux qui va arriver, on en reparlera après. La première mondiale de cette pièce en 3 actes est prévue pour le FICH 2026. Je découvre, me coupe pas, je suis en train de lire un article. Les couleurs de l'imaginaire, c'est Germain qui a signé. Alors Germain, avec qui vous travaillez aussi, je crois. Oui. Bah, et en fait, il va parler, justement, dans ce 4e de couverture, il va parler toutes les saisons. Donc on s'est dit qu'au moment où on en faisait 6, on allait jusqu'à fin 2026, où lui, il a un jeu qui sort qui s'appelle Les couleurs de l'imaginaire, et on s'est dit qu'il pouvait raconter son jeu tous les mois de manière un peu construite, tous les mois, toutes les saisons, de manière un peu construite pendant 1 an et demi. Donc c'est intéressant, ça permet aux pros de nous suivre. Il y a des articles qu'on a envie d'écrire parce qu'on a envie de les écrire, il y en a certains qui permettent aussi de nous suivre au fur et à mesure des mois et voir l'avancée sur les projets. Donc là, on parle d'Alice pour dire qu'il arrive, on parle du prochain fil rouge, etc., quoi. Donc ce journal, on nous demande, on peut le trouver dans les boutiques qui l'ont encore peut-être. Tu l'auras sur les festivals ? Là, on va l'avoir sur Vichy Pro, mais comme ça se destine aux pros. Ouais. Pour l'instant, on les donne aux pros, et s'il nous en reste, je pense qu'on les apportera à Cannes, mais pas obligatoirement sur les festivals. D'accord. Voilà, Le Petit Bûcheron, c'est illustré aussi largement par Gourbeil, qui est un de vos illustrateurs fétiches, j'ai l'impression. Humainement déjà, avec il colle à fond Fouf. avec notre esprit, et puis graphiquement parlant, moi j'aime perso, je parle pour moi, mais j'adore ce qu'il fait. Ouais, c'est très... Et donc voilà. Et puis il a toujours la patte, et puis ça fait partie des illustrateurs où tu lui fais un pitch de 2 lignes et il te fait un truc qui correspond à 100%, donc il saisit pas mal. Peut-être aussi parce qu'il est dans ma tête, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est super rapide en fait de bosser avec Gorobé. Parfois, tu as des illustratrices, des illustrateurs, des auteurs avec qui la communication se fait de manière super rapide et tu n'as pas besoin de t'étaler, en fait, de faire les pitchs de 2 pages pour juste une illustration. Et Gorobé fait partie des illustrateurs avec lesquels je m'entends très bien et ça marche très bien. Voilà, j'ai besoin d'un bûcheron qui est en train de se marrer avec une bouée canard. Il a voulu faire un flamant rose, c'était pas grave parce que c'est génial, quoi. Enfin, mais il a une écriture qui est forte en fait, il a un style fort, donc on sait grosso modo que ça va être rigolo et on s'attend forcément au résultat qu'il nous livre. Johan a lancé, pour ceux que ça amuse, le vote sur le jeu Alice. Hop, pour ceux que ça amuse avec le petit système, je vais mettre la note de mon attente sur le jeu. Non, mais c'est super, Alice, on met une très bonne note, évidemment. On me sent. Mais pourquoi on chipote sur Allez, 92, mais j'ai pas le choix, c'est moi qui vote là. Ça fait très école des fans, tu sais. C'est très école des fans, c'est on vote et puis hop. Et voilà, je vote, j'ai pas eu le choix. J'ai dû mettre 100. Et là, du coup, on ne le voit plus une fois qu'on a voté. Mais par contre, j'ai pas mon outil de stat pour voir si tout le monde a bien mis 100. Est-ce que vous avez mis votre 10 ? Et juste pour répondre au dernier commentaire, les articles qu'on a écrits, qui sont des articles de Thomas et de moi, ou sur lesquels on prend quand même position sur certains sujets, ils vont être publiés sur notre site internet au fur et à mesure. Ça va parce qu'il y en a certains qui sont
Je vais Ils sont vérifier cool pour garder une trace sur aussi, ce truc et là pour les partager, quoi. Par exemple, je n'aime pas les jeux de pli. Thomas, bah alors qu'est-ce qui se passe là? Mais quelle transition. Bah oui, parce qu'on va parler de moustache là, juste un Tout à fait. Et donc on va les publier sur internet quand même parce que c'est cool de pouvoir partager ça. Voilà. Et oui, ce qui est agréable quand on fait forcément des articles, c'est aussi d'être lu, on le disait, donc il y a tout intérêt à le publier sur internet. Parlons de moustache. On l'a déjà mis au menu. Moustache, c'est le jeu qui arrive là tout de suite. Aujourd'hui même. On est le vendredi 5 septembre 2025 et Moustache arrive en boutique. Est-ce qu'il y a des moustaches à l'intérieur de cette boîte? Est-ce que vous avez pensé à le faire? Parce que ça serait une idée incroyable si vous l'avez fait. Franchement, j'achète ce jeu tout de suite. De quoi? De mettre une fausse moustache à l'intérieur. Ça aurait peut-être coûté un peu cher. Mais non, mais je me doute qu'il y a pas. Je crois que ça a été évoqué dans les blagues, mais je crois qu'on n'a pas pris au sérieux le truc. Ça aurait été drôle, hein, ceci dit. Peut-être que rien que ça aurait généré des ventes. Mais bon, il n'y en a pas. Bah, tant pis. Hein. On va quand même parler de ce jeu. Qu'est-ce qui se lance? Qu'est-ce qui m'explique ce dont il s'agit? C'est moi? Bon, d'accord. Mais tu fais explication de règles sur la vidéo officielle. Avec plaisir. Ça te va? Moustache, c'est un jeu qui part à l'origine de l'essence même du jeu de pli. Tu joues une carte d'une couleur. Si tu as la couleur, tu dois suivre. Si tu suis, si tu as la plus grosse carte, tu gagnes le pli. Enfin voilà, c'est vraiment l'essence même du jeu de pli. Mais à tout ça s'ajoutent 3 mécaniques qui sont un peu. Qui rajoutent. Du fun, c'est qu'il y a une hiérarchie des couleurs. Donc le hamster est moins fort que le cochon, qui est moins fort que le lama, qui est moins fort que le morse. Et en fait, si on n'a pas la couleur, on va pouvoir soit, ce que nous, dans le jargon du jeu de pli, on appelle pisser. Non, soit toi tu défausses, soit tu viens couper, mais tu coupes parce que tu as une couleur qui est supérieure en fait à la couleur qui est demandée. Alors mon article Je n'aime pas les jeux de pli, c'est notamment dû au fait que ces gens-là ont un jargon bien spécifique. En plus de t'engueuler si jamais tu joues pas comme il faut. Donc... Ah oui, alors ça c'est un défaut de fou. C'est la prétention des joueurs habitués. C'est pas de la prétention, mais bon, effectivement. C'est pour ça que j'en rigole. Ah, et à la carte qui brille, c'est bon. On a notre carte feuille qu'on a dans pas mal de jeux là actuellement, et même les boîtes foil. On a la boîte foil aussi, regardez. Ça devient la norme. Et là, ça va devenir très rapidement original de faire une boîte pas foil. Je crois que ça arrive dans les... Mais oui, on a des petites cartes qui sont très très agréables. Je t'ai coupé, Antoine. Donc pas de souci. Et ensuite, la deuxième mécanique qui vient par-dessus ça, c'est qu'il y a des cartes règles. En fait, avant ça, on joue par équipe, mais on gagne en solo. Ah, ça j'adore ça, moi. C'est un truc qui me parle beaucoup parce que j'adore jouer par équipe, mais j'aime que gagner en solo. En fait, l'idée, c'est que là, tu es en train de montrer les cartes règles. À chaque manche, en fait, on va révéler une règle qui va venir casser cette mécanique de jeu de pli classique. Et en fait, tout simplement, la hiérarchie dont je vous ai parlé tout à l'heure peut être inversée. Il peut y avoir les cartes 1 qui valent 3 étoiles. Puisqu'en fait, on va gagner des points à chaque manche. En fait, l'équipe gagnante, l'équipe dont je parlais il y a 30 secondes, l'équipe gagnante va gagner des points en fin de manche. Tous les joueurs de l'équipe gagnante. Et ensuite, à la fin de la partie, comme les équipes changent à chaque manche, puisqu'on ne joue pas toujours avec les mêmes personnes, à la fin de la partie, il n'y en a qu'un qui gagne, ou une, puisqu'il a récupéré peut-être plus de points au fur et à mesure des manches. Mais à chaque manche, tu as une nouvelle règle, et c'est surtout qu'à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, ces règles s'ajoutent. Donc, plus ça va, et plus les règles sont cassées, et plus les parties sont uniques, puisqu'il y a 16 cartes de règles, et que les combinaisons sont pas infinies, mais il y en a beaucoup des combinaisons possibles. Donc voilà. Donc c'est vraiment les spécificités de Moustache, et c'est ce qui rend en fait le jeu rejouable. À l'infini. Pas à l'infini. Quasi à l'infini. Quasi à l'infini. Voilà. Alors il y a 2 catégories de jeux de pli actuellement qu'on voit beaucoup parmi tous ceux qui nous sont proposés. J'ai envie de dire jeux de cartes parce qu'en fait c'est des jeux de cartes quand même malgré tout. C'est vrai qu'il y a énormément cette mécanique de on fait le tour de table et puis on va regarder qui remporte la main. C'est ce qu'on appelle le jeu de pli, mais il y a les jeux de pli d'ambiance et les jeux de pli pour les joueurs sérieux, tu sais, ceux où on rigole pas à la table, et attention, vous avez intérêt à savoir jouer, sinon vous allez vous faire disputer. Là, on est clairement sur le côté ambiance. C'est vraiment le côté fun, le côté ambiance, c'est de 3 à 6 joueurs. Dans le jeu classique du jeu de pli, t'as pas beaucoup de jeux à 6. Mais même si t'en as, mais le parti pris a été vraiment d'aller sur des règles qui sont compatibles entre elles, mais aussi sur le côté fun des règles. L'histoire du jeu, c'est qu'à la base, on voulait faire avec Jules, avant que Alex intègre
le projet, avec Jules, tous les deux, on se disait, mais on a joué au barbu quand on était gamin avec nos grands-parents. Bien, moi, le barbu. Et on voulait faire un barbu qui dure pas toute l'après-midi. Ouais. Donc c'est complètement raté puisqu'on a réintégré le système d'atouts depuis qu'Alex est rentré, etc. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est resté, c'est ce que... Alors moi, dans ma famille, on appelait ça le méli-mélo, mais je crois qu'il y a plein de termes pour tous les contrats du barbu qui sont ensemble. Il y a un contrat que tu choisis. Mais cet esprit est resté en fait dans Moustache. Parce que en fait, ce qu'on aimait beaucoup dans le barbu, c'est que t'as des contraintes qui s'ajoutaient, t'avais 100 cœurs, 100 roi de cœur, etc. Et donc voilà. Donc, et puis c'est parti de là, et donc ça a été complètement remanié et puis remis au goût du jour, quoi. Il y a un monde fou sur le chat et beaucoup de... Alors, il y a des stars, hein, franchement. Nous avons qui viennent de nous rejoindre, parce que je fais défiler, du coup j'ai du mal à dire, Richard Germain, qui est présent. On a Ben Renaud qui est là. C'est fou, hein. Toutes ces personnes qui analysent, qui critiquent aussi. Moi, je pense qu'on a le public qu'on mérite. C'est ça. Si tous les gens du chat pouvaient se donner la main... Et moi, j'ai vu une question dans le chat. Il y avait en fait, comme il y a plein de règles qui peuvent s'entrechoquer, on a fait une petite fac à la fin de la règle. Et un petit QR code. Et il y a quelqu'un qui disait votre QR code, il marche pas encore. Mais en fait, Antoine s'est couché à 3h30 cette nuit du matin pour. C'est vrai. Pour travailler sur le sujet. J'ai complètement oublié que c'était pas en ligne. Donc il faut absolument que je termine ce matin. Ce sera en ligne cet après-midi. Ah, voilà. D'accord. Pas d'inquiétude. Voilà. Oui, parce que le jeu sort aujourd'hui. C'est vrai que oui. Super, hein. Super, oui, je suis pas là. Merci. Mais oui, cette personne a complètement raison. C'est pas en ligne encore. J'imagine que je fais partie des stars. Ouais, parce que Miss AMF, c'est Mylène Farmer, en fait. Ah. Elle est régulièrement sur notre chat à la Cafetière TV, et on a découvert que c'était Mylène Farmer. Et sans contrefaçon. Sans contrefaçon, c'est absolument Mylène Farmer, et en plus, super stylex juste avant, il nous a révélé qu'il était Brad Pitt en lui. Donc vraiment, il y a de la star ce matin. C'est fou, ouais. Bah écoute, on est ravis de faire cette émission en compagnie de gens aussi célèbres. C'est-à-dire que les gens qui nous regardent sont plus célèbres que nous. Bon, non, t'es plus célèbre que Brad Pitt, non? Bon, moi, je dis... Ouais. Moi, je suis José de la Conta, nous dit Plessis. Ouais. Pas de portage BGA. Sur Moustache. C'est compliqué. C'est un jeu. Et sur il y a quand Alice. même beaucoup de choses qui se passent autour de la table. Ça reste compliqué de jouer à Moustache en mode mécanique sur un écran, je trouve. Ouais, et sur Alice, est-ce qu'on retourne l'écran à un moment? Alice, en fait, on pourrait sur le mode individuel, mais pas le mode par équipe, parce que le mode par équipe, la richesse, c'est justement ces messes basses, ces chuchotements, on fait ci, on fait ça face à l'autre, etc. Le mode par équipe qui est quand même le gros sel du jeu, c'est impossible à faire sur BGA. Est-ce que ça vaut le coup d'un développement qui coûte aussi cher pour une toute petite partie du jeu? Je sais pas. Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que Hanabi, ça fait partie des jeux les plus joués sur BGA. Ouais. Alors que c'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'imagine pas jouer sur BGA, alors que c'est l'un des plus joués. Ouais, donc je dis des bêtises, donc avec l'avenir. Par contre, il y a un truc sur BGA, j'ai fait quand même. On a Solstice qui marche très très bien, et tous nos autres jeux qui marchent pas du tout. Donc c'est une perte sèche démente en fait en termes de développement et oui, parce que ça coûte un peu d'argent quand même hein, de sortir les jeux. Et effectivement, BGA il a un peu ce truc là de quand le jeu sort, des fois ça marche un peu. Et après, ça disparaît, parce qu'il n'y a plus de joueurs, donc tu vas même plus. Il y a une sorte de cercle vicieux aussi qui se met en place. Forcément, il y a tellement de jeux qu'on a ce truc qu'ont aussi les boutiques, hein, malgré tout, c'est que le temps de présence en rayonnage, d'une certaine manière, le temps pendant lequel on trouve des joueurs, diminue avec les mois et les années. Par exemple, Solstice à 851 parties, là, au moment où on parle, j'ai regardé cette semaine, c'est tout juste rentable. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est un calcul maintenant. C'est un calcul à faire. Et on a 15 000 parties sur Paperworld, par exemple. Alors après, il y a les jeux, il y a tout ça, mais en fait, il y a tellement de sorties sur BGA que maintenant, je pense que si on va faire un jeu, nous, sur BGA, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait, c'est que je veux qu'il fonctionne bien en boutique et que derrière, quand tu le sors sur BGA, il soit un minimum attendu et que ça participe à la com sur la sortie sur BGA. Oui, ça sert de com aussi, hein, c'est ça qui rentre en compte. Mais il y a beaucoup d'éditeurs qui se servent de BGA pour faire de la com pour la sortie physique. Et j'ai fait le choix, je me trompe peut-être, et puis je verrai peut-être dans quelques mois, j'aurai un autre discours, mais je pense que la sortie physique doit nous faire de la pub pour cette sortie BGA, pour un jeu qui est déjà joué, déjà attendu, parce que sinon c'est compliqué, sinon là il y a plein de jeux qu'on a sortis sur BGA qui sont pas du tout rentables. Donc... Voilà. Paperworld sur BGA c'est top, nous dit Petit Rouze. Rachel nous dit qu'elle fait la moitié des parties de Solstice. Elle a 400 parties en cours. forcément, du coup, si tu payes une Rachel pour pouvoir...
Mais c'est vrai que sur un Abyss, c'est vrai que c'est ouf. Et sortirez-vous à nouveau des jeux qui ont une boîte aussi incroyable que Paper World? Alice. Alice, regardez. Voilà, je sais pas si forcément bien vu avec le. Elle regarde, peut-être remonte. Ouais, je vais remontrer en vue du haut. Est-ce qu'on a cité les noms des auteurs de Moustache, Alexandre Aguilar et Jules Messot? Je suis pas sûr qu'on les ait suffisamment cités. On les a pas cités. On l'a peut-être pas bien fait dans le bon ordre. Même pas du tout. Si, quand t'as raconté Alex. l'histoire. Comment? Quand t'as raconté un peu l'histoire. Mais... Oui, regardez, c'est ça. Alice, la boîte est aussi incroyable. Regardez, elle est en volume. Je sais pas comment on fait pour montrer que là, ici, là, c'est pas... Et là derrière, vous avez un petit miroir. Vous pouvez vous recoiffer en vous regardant. Il reflète très mal, hein, mais vous n'avez pas osé mettre le miroir vraiment, parce que les gens auraient eu peur. On en a parlé. On a parlé de voir ce qui était possible de faire, Ouais. etc. Et au final, cette version-là, c'était aussi la plus safe, à la fois pour garantir un résultat, en fait. Ouais, Pour avoir quelque chose de lisse, Bien pour sûr. avoir quelque chose qui n'a pas des bulles ou des choses comme ça. Bref, c'est... Puis c'était le risque que les gens beaux qui achètent le jeu. Super coup. Ça diminue beaucoup le nombre On aurait d'acheteurs. presque pu tenter de ne pas mettre Alice, de mettre juste un miroir et les gens se regardaient dedans. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient reposé la boîte en faisant Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ouais, c'est une idée. Mais après, ça aurait été dommage par rapport aux illustrations aussi. On a envie de les voir sur cette belle boîte d'Alice. Je te La trouve boîte est très jolie. magnifiquement illustré pour Christophe seulement Lecouf. un flip and write, tu vois. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis. C'est toi qui es méchant au final, Non, Martin. mais C'est moi, toi qui relève. Moi, je suis facétieux. flip and write. Alors, on va, avant de passer à cette rubrique que vous attendez tous avec impatience, la minute culturelle, savoir vos conseils dans d'autres domaines, on va faire un petit tour de table sur vos projets. Éventuellement, s'il y a des choses dont vous voulez nous parler qui vont arriver dans les semaines, les mois, les années qui viennent, peut-être. Ludo, on a déjà parlé de Frosted, oui, tout à fait. Bloom. J'ai évoqué ça cette Blooms. semaine. Frosted Blooms qui va sortir pour Cannes l'année prochaine avec Bruno Catala. Il y aura également un autre jeu avec Bruno Catala qui sortira l'année prochaine également, illustré par une inconnue, Christine Alcouf, qui est un jeu de déduction qu'on a fait avec Bruno, qui va s'appeler Carnimal, parce qu'il va mettre en scène des personnages, des animaux anthropomorphes qui vivent... C'est pas celui-là où tu m'as dit que c'était Pardon, je t'ai coupé. Je vais Vas-y, laisser vas-y. finir cette phrase. Des animaux anthropomorphes. qui sont au carnaval de Venise et qui ont tous un secret, et il va falloir découvrir le personnage de l'adversaire tout en essayant de ne pas se faire découvrir soi. Voilà. Et c'est un petit jeu de déduction, on va dire un peu Cluedo, parce qu'on a chacun à 3 cartes, il faut essayer de trouver les cartes de l'adversaire, mais voilà, sur un système de déduction à la Johan Levet, je dirais, tu vois, pour me placer à la hauteur des meilleurs, tu vois. Voilà, qu'on a fait avec Bruno. Il a beaucoup baissé, Johan Levet. J'en parle d'autant parce que Johan, je lui ai fait tester le jeu, parce que comme c'est un jeu de déduction, que c'est un peu T'as eu peur, spécialiste. T'as eu ce moment où tu tremblais un peu. Il a trouvé ça chouette, donc je me suis dit, on est adoubé par Johan Levet. Oui, après Johan il dit toujours c'est chouette. Et après quand et je en le plus, croise, il m'a dit j'ai joué à un truc. Et en plus, à un moment donné, on avait une petite question de règle, avec... tu sais, il dit oui, c'est top dans le chat. On avait un petit souci avec Bruno sur... on avait une interrogation, puis il a dit, en fait, c'est pas compliqué, tu codes un algorithme et tu vois tout de suite, la machine va te dire oui ou non, quoi. Je dis, oui, mais moi, je sais pas faire. Je dis, bouge pas. Puis dans la soirée, il a fait un algorithme, et le lendemain, il m'a dit, voilà, la solution, c'est de faire comme ça. Je dis, merci. Et donc, voilà, on a signé ce jeu avec Bruno, et quelques temps plus tard, l'éditeur nous a dit, alors moi, j'ai pensé à quelqu'un, oui, c'est ça, je sais pas si vous connaissez. C'est là-dessus que je voulais revenir. revenir. Mais alors, il y a Christine Alcouf, j'adore ce qu'elle fait, et ce serait vraiment génial que ce soit elle qui illustre. C'est pas toi qui as amené Christine Alcouf dans le projet, non, c'est pas un projet commun comme ça a été le cas précédemment. Non, du tout, c'est vraiment l'éditeur qui nous a dit, je sais pas ce que vous en pensez, Christine Alcouf, c'est quand même pas mal, non? On a dit, ouais, c'est pas mal. Ils m'ont toléré, c'est vraiment sympa. Voilà. Ah, c'est cool, en fait c'est bien que ça se passe comme ça, parce qu'il y a aussi du plaisir, vaut mieux s'apprécier, parce que c'était le moment où tu me disais j'en ai marre de Christine. Finalement, il a fallu repartir dans une collaboration. Voilà. Mais donc ça, on n'a pas la date exacte de sortie, mais ça sera l'année prochaine également, peut-être même à Cannes aussi, en même temps que Frosted Bloom, voilà. Ça... Ah ouais, ça peut venir assez vite. Donc voilà, ça c'est, mais les prochains jeux qui sortent, c'est du Mont Blanc Catala avec un peu de Christine Alcouf dedans. Et puis peut-être d'autres jeux on a toujours des jeux avec Christine, donc des protos, donc on verra ce qu'on fait. Et puis on devrait bientôt signer un jeu aussi avec un nouveau co-auteur. Ouais, on en parlera plus tard. Christine, d'autres projets ?
Oui, plein, mais du coup, j'ai pas réfléchi. Mais non, mais il y a des choses dont tu peux déjà parler, par exemple sur Cannes, est-ce que tu auras plusieurs stands sur lesquels tu devras te multiplier, qui est un défi parfois d'organisation. Alors, on n'a pas encore vu avec les éditeurs ce qui sera le cas ou pas. Par exemple, je ne sais pas si on va poursuivre les dédicaces sur Gatsby, puisque ça avait bien marché à PEL, ou avec Catch-Up Games, donc, ou si c'est quelque chose qui... enfin, ils vont passer... Ils ont une grosse actualité, Catch-Up. Ouais, c'est ça, tout c'est à ça fait. Aussi. Effectivement, ce jeu chez Pixie, Carnival, qui occupe pas mal mes journées à l'heure actuelle, parce qu'on est vraiment dans le moment où on travaille activement sur les illustrations. Tu travailles sur un jeu à la fois, en général? Non, là, je suis sur 4-5 projets en parallèle. Ah, quand même, c'est beaucoup, 4-5. C'est un peu trop. Ouais. Parce que 2 ou 3, à la limite, je comprends. 4-5. Il y a des choses qui sont le gros du travail et des journées, et puis il y en a où c'est plus des modifications sur des icônes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle Pins, qui va sortir chez Piatnik. Ah, j'aime bien le thème. Si ça correspond aux pins. C'est exactement des pinces à linge. Ah mince. Je rêvais avoir des pins. C'est pas des pins. Tu les connais? Non, à un moment, on avait un projet comme ça avec Ludo. Tu te souviens du jeu des casquettes où on mettait des pins sur sa casquette? C'était trop bien, ça. Puis il y avait des trous après ici, ils ont arrêté. Ça fait partie de on n'a pas continué. tous nos projets. On reprendra un jour. À chaque fois que je viens au chalet, on démarre des protos. Ouais. On va qu'on se remette dessus. Et par ailleurs, j'ai toujours une activité un peu continue au fil de l'année sur des licornes. Donc rien à voir avec le monde du jeu, mais alors coloriage, stickers surtout. Ouais, stickers. Et donc là, c'est licorne et sirène pour l'année prochaine. Mais ça va être encore très foil. Chouette. Moi j'aime bien à chaque fois que Christine me parle de ses projets de licornes, et que tous les ans il y a un nouveau truc, et à chaque fois c'est de plus en plus fou. Quoi. Oui, ils vont creuser toujours plus loin sur les concepts. Ouais. Les licornes et sirènes, j'ai du mal à me projeter là tout de suite, parce que comment elles montent sur la licorne? Non, en vrai c'est hyper compliqué. On a fait les princesses, Non, on fera les princesses, on a fait les sorcières. Mais là, sur la question des licornes, on a un vrai problème au-dessus de l'eau, au-dessous de l'eau, et pour composer les pages par rapport aux dimensions... Moi, la seule solution que je vois, là, je te donne un tips, c'est les licornes peuvent juste embrocher les sirènes. Je vois pas ils peuvent pas monter dessus, ça glisse, ça tombe. C'est pas les licornes qui vont monter sur les sirènes, ça n'a pas de sens. Donc je vois pas d'autre solution. Vous avez pensé à faire les licornes brochettes? Tu sais, comme tu pourrais faire des barbecues. Oui. Non, mais vraiment, j'enverrai un mail à l'éditrice pour lui suggérer. Je suis sûr qu'elle sera absolument sensible à cette proposition. Tu dis que ça vient de moi. Oui, non, mais je transmets. Des marshmallows licornes pour mettre sur les brochettes. J'aurais pas de problème avec ça. Thomas, il y a des projets en cours? À part les choses qui vont sortir chez Lumberjack. Ouais, non, je sais pas. Moi, je continue à travailler avec Antoine beaucoup sur l'année à venir. Ça va me faire bizarre, c'est la première fois que je vais en parler. J'ai commis un jeu avec Tom Verchex. J'espérais qu'il en parlait. Mais je savais que si je le faisais pas, c'est toi qui allais me balancer. Donc un prototype pour l'instant qui va être signé sous peu chez Lumberjack, comme par hasard. On l'a déjà joué, nous on l'a vu passer 2-3 fois. Alors je sais pas s'il a tourné sur les festivals. Si, tu l'as fait tourner avec pas mal de monde pour voir aussi les ressentis. Oui, c'est ça. Nous on a fait des tests. En fait, c'est un jeu de questions un peu subtil et stupide en même temps, ce qui caractérise un peu on peut donner le titre du prototype, je sais pas si ça restera, mais... A priori, oui. Ouais. La gerbille cosmique. Voilà, vous avez compris le style de jeu. La gerbille cosmique. Ouais, donc c'est un jeu qui sortira en 2027, c'est un jeu de questions, de tir à la corde, c'est coopératif, et en fait, le truc, c'est la gerbille va nous poser des questions qui peuvent être complètement stupides, type... quand vous lancez une pièce, est-ce que vous faites plutôt pile ou face? Quelle est la couleur du chat de votre voisine, etc. Il y a des trucs un peu plus... combien d'enfants ont Jean-Eudes et Marie-Charlotte, par exemple? Quel est le temps de cuisson d'un œuf mollet? Quel est le temps de cuisson d'un œuf mollet? Effectivement. Et en fait, tous les gens vont devoir répondre à cette question et révéler leur réponse. Et le petit problème, c'est qu'on a un pion gerbille au milieu du plateau. Et que tous les gens qui sont d'accord entre eux vont faire avancer le pion dans un sens, mais tous les gens qui sont pas d'accord vont faire reculer le pion. Et en fait, il y a 2 extrémités à ce plateau. Il faut pas que la gerbille atteigne l'une de ces 2 extrémités, sinon la partie est perdue. Et là, c'est très bizarre parce que autour de la table, vous vous dites, est-ce que je marque n'importe quoi, ça va être rigolo, et c'est sûr que les autres n'auront pas la même réponse et ça va créer de l'ambiance, ou est-ce que j'essaye de regarder un peu, je vais faire la vraie réponse, on est plus dur à la connaître, on va peut-être essayer d'équilibrer, et il faut réussir d'un clin d'œil, parce que tu peux pas tellement te dire les choses, tu peux même pas envoyer de signaux sur ta réponse à créer quelque chose. C'est particulier, hein, ça crée déjà des éclats de rire quand on lit les réponses des uns et des autres, mais c'est un jeu qui ressemble pas aux autres là-dessus, sur cette mécanique-là.
En fait, c'est faussement un jeu de questions. Ça a la forme d'un jeu de questions, mais le but, c'est que ce soit un jeu un peu créatif où les gens peuvent vraiment écrire ce qu'ils ont envie, quoi. Du coup, Antoine, donc ça fait partie des projets que tu auras pour l'année prochaine. L'année d'après. L'année d'après. Il y a, là, on est en 2027. Il y a beaucoup de travail. En plus, déjà, il faut qu'on signe, parce que là, c'est validé, mais on n'a même pas encore. Il n'y a pas de contrat. Si, il y a le contrat, mais bon, il faut que Tom revienne de vacances. Ah oui, puis Tom. Non, mais Tom était inconnu au bataille. Enfin, il était absent tout le mois d'août. Enfin, voilà. Mais c'est surtout que, oui, on va initier le travail. Il y a beaucoup de boulot sur ce jeu-là et pas mal de tests que tu vas devoir faire, etc. Ouais. Donc, voilà. Oui, et puis c'est beaucoup de rédactionnel à la manière un peu de top 10 par exemple. Ouais. Mais oui, ça prend beaucoup de temps d'écrire des questions qui sont à la fois drôles et pertinentes pour le jeu, quoi. Donc c'est un projet à long terme, et puis pour le coup, je vais m'appuyer beaucoup sur Thomas qui a l'expérience cocktail, top 10, etc. sur ce jeu-là, parce que j'adore ça, mais en fait j'ai aussi beaucoup à apprendre, je pense, sur ce projet. Voilà. D'autres projets qui vont arriver, qui sont déjà signalables? Ah bah là, les projets, on peut parler de l'année prochaine. L'année prochaine, il y a le petit théâtre avec Grisha Germain et Quentin Guidotti, que Aline a pas mal vu, puisqu'elle a fait travailler les petits testeurs. Oui, j'ai vu passer la boîte. Donc c'est en 4 actes, donc en fait c'est un puzzle game mais par le verbe en fait. Donc on va devoir constituer des petites phrases. On va avoir des comédiens qui sont sur un quadrillage classique sur la table et en fait on va devoir se déplacer et arriver à l'objectif de la scène qui est par exemple on a un troll et une princesse et ils doivent être adjacents à la fin de la scène et par ça en fait sur la scène il va y avoir des sapins, des rochers, etc. et on va devoir faire se déplacer les comédiens qui sont en fait le rocher c'est un petit chien qui est déguisé en rocher, le sapin c'est quelqu'un qui est dans un sapin en carton et on va devoir les déplacer donc par exemple le sapin tire rocher, la princesse saute au-dessus du sapin, etc. Et le but, c'est de réunir ces deux-là. Donc ça, c'est la première mission. Puis il y a quand même 3 actes de 4 scènes. Donc en fait, il y a 12 scènes à réaliser. Et plus ça va et plus c'est compliqué. Et surtout, plus on découvre dans l'histoire. Donc c'est un mix entre narratif, puzzle game. Donc c'est vraiment super intéressant. Et surtout par le verbe, c'est quelque chose qui parle aussi beaucoup à Quentin qui bosse beaucoup sur des jeux narratifs, donc ça il a écrit toute l'histoire qui est vraiment géniale et donc il y a un côté livre pour enfants à côté. Donc ça sort pour le début d'année prochaine. Ensuite il y a le 3e scénario de Fil Rouge avec Germain Winster. C'est toi qui dis le nom de famille. Germain Guindet c'est par Germain qui est scénariste, et Annette qui est illustratrice. Ouais. D'ailleurs, tu as un aperçu dans le petit bûcheron, si tu veux, une image, si tu veux. Donc, et donc, c'est Olivier Dureto qui illustre, juste à droite là. Ah ouais. Et en fin d'année, il y a encore un jeu examen. Je vais le montrer, mais... Voilà. Moi, j'aime pas montrer les illustrateurs qui travaillent mieux que moi. C'est un scénario de Fil Rouge qui est beaucoup plus familial, que ce soit en termes même de jeu, puisqu'on a un peu moins de cartes en début de partie, etc. On va découvrir des cartes en même temps qu'une protagoniste qui est dans une serre. Il y a de la neige, elle va être toute seule dans la serre, et elle va devoir s'occuper des plantes. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais on n'a pas encore le pitch, on ne sait pas ce qu'on révèle encore dans le pitch, on l'a pas encore écrit. Donc c'est Germain qui a écrit l'histoire et Annette qui fait les illustrations qui sont magnifiques. Et en fin d'année, il y aura un jeu de Germain illustré par Germain. Illustré par Germain ? Ouais, qui s'appelle Les Couleurs de l'Imaginaire. Oh. Les Couleurs de l'Imaginaire, qui est un jeu de coloriage narratif, en fait, et cherche et trouve, où on va colorier les éléments qu'on va nous demander de trouver, et dès qu'on trouve ces éléments-là, on va débloquer en fait des pans de plan, et on va découvrir ce plan au fur et à mesure de l'histoire. Et plus on va avancer dans l'histoire, et plus on va découvrir des nouveaux personnages qui vont nous demander de trouver d'autres choses. On va devoir comprendre, parce que mine de rien, c'est pas que du cherche et trouve, il y a aussi quand même des petites missions... dans lesquels un peu je veux y jouer, moi j'ai très envie d'y jouer. Il passe peut-être bientôt au chalet, Germain, donc il va falloir que je lui dise de prendre le proto. Ouais, à fond, J'ai très envie de découvrir ça. On a David qui nous dit c'est complètement magique, si c'est de ce jeu dont il parle. C'est magique. Ouais. Ça réunit pas mal de choses qui sont assez organiques chez n'importe qui, quoi. Enfin, tu vois, on aime colorier
faut imaginer, je sais pas, si tu as envie de mettre une carte de micro-macro, tout le monde a eu envie de les colorier. Bah là, en fait, Germain te donne la possibilité de colorier une carte de micro-macro illustrée par lui-même. Et tout ça dans une histoire qui se raconte du début à la fin, avec plusieurs heures de jeu, où tu vas rentrer dans l'univers de Germain et surtout dans l'univers de la pensée. Donc tu vas passer par les zones de la peur, les zones de la joie, les zones des idées perdues. En fait, tu es dans la tête de quelqu'un, et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas découvrir différents univers. C'est vraiment très chouette. Parce que je l'ai pitché comme il faut. Ouais, super, on a envie de le découvrir. T'as même spoilé des trucs. J'ai spoilé. Germain va pas être content. Non, oui, parce que ce qui est cool, c'est que c'est un jeu d'exploration aussi, un peu à la manière d'un jeu vidéo. C'est qu'au début, ton plan, il est vraiment fermé sur la table et tu n'as accès à rien du tout. Et c'est au fur et à mesure, petite touche par petite touche, que tu vas être autorisé à déplier des morceaux de ce plan, qui du coup a une taille quand même très conséquente. Mais donc du coup, tu vas aller explorer l'univers au fur et à mesure, quoi. Et Rachel a aussi envie de découvrir ça, et je sais pas du tout. Là, j'ai reçu un mail hier On passerait bien au chalet avec Germain, de Librius. J'ai pas répondu encore, je sais pas quelle date je vais pouvoir caler dans mon emploi du temps. Donc si ça se trouve, tu seras là, Rachel, pour pouvoir le tester. On va voir ça. On arrive sur la fin de cette émission. Vous avez supporté l'émission pendant 1 heure, vous n'en pouvez plus, mais heureusement, le moment que vous attendiez tous est là. On va vous parler à présent de la minute culturelle, de les petits conseils que chacun a envie de donner. Vous êtes 4 autour de la table, donc on va vous écouter religieusement, et on commence par qui? Attention, il faudrait que j'ai un compteur de scoops pendant les émissions, parce qu'on a eu quelques scoops là aussi, de choses à mettre en avant, parce que c'est ce qu'on fait sur le sommet des jeux, mais en vrai, on a eu quelques annonces de choses qu'on ne connaissait pas encore ce matin. On va faire dans l'ordre de la table. On va commencer par toi, Thomas. Tu as un conseil de jeu vidéo? Ouais, Sword of the Sea. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont joué à Journey, qui était sorti. Ouais, moi j'y ai joué. Ouais. C'était genre 2012 sur PS3, je crois. Après il y a eu les versions. Si vieux que ça. Ouais. Waouh. Ouais, ça date, les années passent. J'étais jeune. Et Journey, c'était un petit personnage, c'était très très onirique, assez contemplatif, un petit personnage qui était dans un désert. Ouais, tu surfais sur le désert, tu prenais des trucs, tu glissais, tu savais pas trop ce qu'il fallait faire exactement, mais le plaisir moi, c'est ce que je préfère, je crois, dans les jeux vidéo, c'est avant l'histoire et avant d'affronter des choses, c'est le plaisir de la découverte de l'univers. Oui, et puis tu avais toujours des espèces de couchers de soleil rasants avec du sable qui brillait de partout, etc. Et donc c'est marrant, ce que tu as retenu, c'était que c'était un jeu où on pouvait surfer, glisser sur le sable, alors que finalement, ces passages de jeu, ils sont très marquants, mais ils sont pas si nombreux que ça par rapport au temps que tu passes à te balader juste en marchant. Les gens qui ont fait ce jeu-là, ils ont fait aussi vers 2016 un jeu qui s'appelait Abzu, qui est toujours sous l'eau, je crois. C'est sous l'eau. J'avais moins accroché, j'avais pas été très loin. Moi aussi. C'était très joli parce qu'en fait, tu te baladais sous l'eau et tu avais des petites énigmes à résoudre, mais tu avais surtout des poissons qui étaient dans tous les sens, des algues, etc. C'était encore une fois très 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 poétique, contemplatif, quoi. Et en fait, là, ils viennent de revenir avec un jeu qui mélange les deux. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, tu commences et tu te balades plutôt dans un univers qui est ensablé. Et à chaque fois que tu vas débloquer des choses pour redonner un peu ses couleurs à l'univers, finalement, ça se transforme en eau avec ses poissons, etc. Donc, tu as vraiment l'impression qu'ils ont décidé de faire un mix des deux. Mais surtout, la grosse différence, déjà, il y a un tout petit peu plus de gameplay que dans les deux précédents. Donc, il va y avoir plus de choses à maîtriser au niveau de la manette. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on a une épée, et en fait, c'est une épée qui nous sert à surfer. J'ai vraiment eu l'impression de faire un jeu à la fois un peu snowboard ou aussi, parce qu'il y a des endroits où il y a des pipes, comme jouer à Tony Hawk pour faire du skateboard. Et en fait, ils ont mélangé un petit peu toutes ces sensations de glisse, et c'est un jeu on va dire, de plateforme avec quelques énigmes à résoudre. Moi, j'y ai passé, je sais pas, peut-être pas, c'est pas si long, ça doit durer 4 heures, quelque chose comme ça. Je l'ai fait la semaine dernière. C'est toujours aussi contemplatif et poétique, et les musiques sont incroyables. Voilà, c'est un conseil. Je vous dirais pas que c'est le meilleur jeu du monde, sachant qu'en plus hier il y a le nouveau Hollow Knight Silksong qui est sorti, qui a fait péter tous les serveurs, où les gens du jeu vidéo sont tous au taquet pour celui-là. Donc certainement qu'ils sont sortis un peu proches pour que celui-là ait une bonne visibilité, je pense. Mais voilà, si vous avez l'occasion de jouer à ça, moi je trouve que c'est très satisfaisant, et surtout sur PS5. Je sais pas si pour les gens qui savent pas, là, les manettes de PS5. C'est exclu PS5. Hein, non, c'est PS5 PC. Ah, il y a PC aussi, parce que comment c'était exclu Mais la différence sur les manettes de PS5, ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont réussi à développer une manière de faire les vibrations dans la manette, qu'ils appellent ça des retours haptiques de mémoire. Et en fait, tu as tous les petits grincements de grains de sable, la glisse, etc. Tu le sens dans les doigts. Et ça, donc voilà, si vous avez moyen de le faire sur PS5, ce sera mieux que sur PC. Mais un super jeu poétique avec une sensation de glisse, comme tu parlais pour Journey, qui est vraiment très très efficace, quoi.
Et ben voilà, ça donne très très envie. Il faut que je retrouve la PS5, parce qu'on me l'a piquée et elle doit être dans une chambre d'enfant quelque part. Mais j'ai envie de découvrir ça. Le conseil de Christine, je t'avais pas mis à l'écran au début du conseil, on voyait ma tête qui disait rien, c'était super. Pardon, le réalisateur est nul. Christine, toi tu nous emmènes dans une direction complètement différente, mais on est aussi sur du jeu vidéo. Tout à fait, une fois n'est pas coutume, mais c'est pour le soutien. Donc on est sur World Atro, qui est un jeu à mi-chemin entre le jeu de lettres et le Balatro, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer. Je pense que ça représente pas mal de monde. Moi j'aime bien les jeux de lettres. Je n'ai pas eu trop l'occasion de jouer à Balatro, mais j'ai vu beaucoup de gens y jouer. Et il se trouve que c'est un jeu qui est fait par un copain. Ah. Et voilà, le poulet. Et du coup, je suis très contente qu'il ait pu porter son projet à terme. C'est quelqu'un qui travaillait dans le jeu vidéo en tant que développeur depuis quelques années. Et là, qui s'est lancé à son compte, il fait tout. Il fait les graphismes aussi. Et on a fait quelques parties avec mon copain la semaine dernière. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et le principe est le même, hein. Concrètement, on a un panel de lettres, il faut essayer de faire les mots les plus longs possibles, ça va avoir des multiplicateurs entre les points des lettres et le nombre de lettres qu'il y a sur le mot que tu proposes. Et au fur et à mesure des manches, il y en a plus ou moins selon le niveau auquel tu joues, tu vas avoir des bonus sur certaines caractéristiques, donc tu vas essayer de choisir tes mots aussi en fonction de leur nombre de lettres, du type de lettres que tu as valorisé, etc. Et il faut, comme dans Balatro, tu vas avoir à la fin des multiplicateurs un petit peu zinzin. Ouais. Et donc il y a un défi journalier où tu es en compétition avec les scores des autres, mais sinon c'est juste en solo. Il n'y a pas de timer particulièrement, donc tu peux prendre plein de temps pour choisir le mot qui te fait plaisir si tu as envie. Donc c'est très chouette et je pense que c'est pas idéal avant d'aller se coucher parce que t'as ton cerveau qui continue à mouliner des lettres et tout ça. Mais voilà, c'est cool. Si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas. Moi j'ai une question pour toi. On voit défiler plusieurs langages différents dans le jeu. Est-ce que tu as le droit d'écrire dans la langue que tu veux? C'est-à-dire si j'ai des lettres où j'arrive pas à faire un truc en français, je peux le faire en anglais ou... Alors ça va, je peux pas répondre. Ok, t'as pas essayé. Je sais pas s'il a fait une version anglaise ou d'autres lettres. Ouais. J'ai trouvé qu'au niveau des mots c'était quand même assez permissif. Mais je sais pas si c'est au sein de... Je crois qu'on n'a pas tenté des trucs... Ok. Et voilà, un bon conseil. J'adore les jeux de lettres aussi. Donc, je vais essayer. Ouais, moi aussi. Ludo. Trop bien. C'est à moi. Tu aimes les jeux de lettres? J'aime bien les jeux de lettres, j'aime bien tous les jeux. Moi, je suis pas très bon aux jeux de lettres, donc ce qui fait que voilà. Je me souviens pendant le confinement, on a énormément joué au Scrabble, en ligne avec Christine. Ouais. Il y a une appli de Scrabble où on peut s'affronter. Ouais. Voilà, donc on a vraiment une grosse compétition avec Christine jusqu'à ce qu'elle prenne tellement d'avance qu'elle m'écrasait systématiquement. Non, c'était pas ça du tout. C'est que mon appli a commencé à planter et c'était très désagréable de jouer. Ouais. Et on a tout laissé tomber. On a fini par... Mais donc on a énormément joué au Scrabble avec Christine en ligne. Et puis, moi j'aime bien tous les jeux en fait. Du moment que le jeu est chouette. Et Balatro, la base de Balatro c'est vraiment un chouette gameplay. Ouais. Donc adapté aux jeux de lettres ça peut pas être mauvais en fait, clairement. Ça peut pas être mauvais, ça peut être long. Parce que Balatro, moi c'est le reproche que j'ai, c'est que c'est un petit jeu, tu dis je vais faire un petit jeu, au bout d'une demi-heure t'es toujours sur ta partie, mais j'ai pas le temps. Ah bah si encore une demi-heure c'est que t'as commencé à construire un truc qui marche bien et c'est cool quoi. Ouais, je trouve c'est un peu long. Alors, Ludo, tu vas nous parler complètement autre chose. On part dans une autre direction. On est sur du spectacle vivant. Ouais, en fait, il y a... alors moi, pour les gens qui me connaissent, qui suivent un peu la Cafetière TV, je suis beaucoup tout ce qui se passe dans le milieu de l'humour au Québec, notamment. Et en fait, il y a 2-3 jours, il y a François Bellefeuille, donc, qui est un humoriste québécoiet. Je sais pas si je le lance, je sais pas ce qu'il y a sur ce truc. Après, tu vas avoir d'histoire de droit, je suis pas sûr. Mais, et qui est, qui est un des grands humoristes québécois, qui a reposté il y a 2-3 jours sur YouTube son dernier spectacle, qui date déjà de 2022. Qui s'appelle Le plus fort au monde et je suis retombé dessus par hasard parce que vraiment ça m'a été, enfin je suis abonné à sa page et c'est tombé dans mon fil et c'était 3-4 heures du matin, je me suis dit je vais mettre le début, puis j'ai regardé en me bidonnant comme un con dans mon lit comme ça sur mon téléphone, je fais c'est marrant quand même. J'imagine bien. Et voilà, et du coup je me suis dit voilà, quand Aline m'a dit est-ce que t'as une reco, je venais juste de voir dans la nuit le revoir parce que je l'avais déjà vu, Le plus fort au monde, qui était vraiment très marrant. Je me suis vraiment bidonné tout le long, je me suis dit voilà, c'est quelque chose que je peux conseiller aux gens.
Sur YouTube, il y a pas mal d'humoristes québécois qui mettent leur spectacle en ligne. Ouais. Donc, il y a François Bellefeuille, il y a Mike Ward, il y a P.O. Forger récemment qui a mis son dernier spectacle qui est aussi très marrant. Donc si on s'y intéresse, j'y pense qu'il y a Mélo qui est régulièrement dans le chat mais qui est pas là a priori, et donc je lui envoie régulièrement dès que je trouve des trucs, parce qu'on s'envoie des humoristes, et donc il y en a plein à découvrir sur YouTube. Bah voilà, Mélo Lavoc elle est là, donc il y a plein d'humoristes qui mettent en ligne leur spectacle, et il y a des pépites à découvrir, et François Bellefeuille, le plus fort au monde, c'est un assez chouette spectacle que je vous conseille. Après c'est difficile d'en parler sans spoiler les blagues, on va pas raconter les blagues, ça marche jamais en fait. Tu veux pas nous refaire plus les Non, je peux pas vous refaire les blagues, mais oui, une partie à la fin. Quand il passe à la télé, tu sais qu'il dit, tu le relances sur un thème et ça y est, il faut un petit extrait du spectacle. Mais à la fin, il montre des dessins de lui quand il avait 8 ans. Que sa mère a retrouvé, et il y a beaucoup de pénis, voilà. Et il raconte, okay. Voilà. C'est très très marrant. Alors on met les liens, là je vous ai pas lancé la vidéo, mais on met tout sur le site internet, donc en fait une fois que le replay sera en ligne, vous pourrez aller sur le site internet et vous pourrez retrouver, si vous retrouver ces différentes choses pour pouvoir vous plonger dedans. Et regardez, je descends et juste en dessous on a le conseil d'Antoine qui nous conseille un livre. Oui, un livre que j'ai lu cet été. Ouais. Avec ma femme, avec les copains qui étaient dans le coin, avec les enfants. C'est un livre. Ça fait beaucoup de monde autour du livre qui tient les pages. En fait, on le lit tous de notre côté. C'est pas un livre qui est très très long, mais c'est un livre écrit par un écrivain qui a notamment fait un livre qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Joël Dicker. Donc on parle de la très catastrophique visite du zoo. C'est ça. Et donc Joël Dicker, qui en plus a fait un super podcast sur une chaîne que je suis pas pour tout le monde parce que c'est pas toujours exceptionnel comme podcast parce que ça parle beaucoup de business, mais il y a quelques personnes qui sont interviewées que j'aime beaucoup, et il a été interviewé sur Génération Do It Yourself. On m'avait conseillé de l'écouter, et une super podcast sur Joël Dicker qui raconte sa vision de l'avenir du livre. Et en fait il parlait, et donc c'était au moment de la sortie de ce livre là, ça m'a donné envie de l'acheter, puisqu'en fait il a écrit ce livre là pour redonner goût aux gens qui ne lisent plus de lire, et donner goût aux enfants. Et j'ai mon fils de 8 ans qui est en train de le lire, qui s'éclate, qui rigole beaucoup, et c'est vraiment un livre ultra accessible. Et quand je dis à lire en famille, en fait, quand je l'ai entendu par Joël Dicker en podcast, je dis ok, tentons le truc, et c'est vraiment vrai. Et on l'a lu pendant les vacances, donc mon fils de 8 ans est en train de le terminer, mon fils de 10 ans va le lire dans la foulée, et c'est très rigolo parce qu'en fait, comme c'est très bien chapitré, c'est un peu le club des 5, il y a des enfants qui ont tous des spécificités, qui vont partir dans une enquête, leur école d'enfants spéciaux, parce qu'en plus de ça, il y a un autiste dedans, il y a 6 enfants spéciaux, qui ont une école dédiée avec une maîtresse dédiée, mais cette école-là a été inondée. Et donc ils vont partir, ils vont enquêter pour savoir qui a inondé leur école, et accessoirement, en parallèle, ils vont se retrouver dans l'école qui est juste à côté, l'école des enfants normaux, donc il y a tous ces préjugés sur les enfants normaux, sur les enfants spéciaux, etc. Donc il y a ces deux mondes qui se télescopent, et ça va parler aussi de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs en fait humaines, qui sont, je pense, super pour les enfants aujourd'hui. Voilà, et on échange avec les enfants au fur et à mesure de leur lecture, parce que moi, je l'ai lu en 2 jours, donc ça se lit très vite pour les adultes. Mais derrière, on a un vrai échange autour d'un livre écrit par un livre, c'est de la littérature vraiment, mais très accessible aux enfants. Et je trouve ça vraiment chouette. Et au-delà du livre, en fait, il y a tous ces échanges-là qui ont fait que le livre, en fait, aujourd'hui, dans la famille, ça a créé quelque chose. Et donc, je le conseille à tous ceux qui ont des enfants de cet âge-là. Et je pense que facile, jusqu'à 15 ans, en fait, c'est quelque chose qui peut créer des échanges vraiment très intéressants en famille. Voilà. La très catastrophique visite du zoo, c'est par Joël Dicker. C'était le conseil d'Antoine. Merci beaucoup pour ces 4 conseils. On a plein de choses à faire. Je ne sais pas si on va tourner des vidéos cet après-midi. Du coup, on va plutôt lire des livres, faire des jeux vidéo et puis regarder des spectacles avec l'accent québécois qui fait tellement plaisir. C'est la fin de cette matinale. Je vais retousser un petit coup. Je suis au bout de ma vie, ça y est. C'est la fin de cette matinale. On a fait 5 super matinales cette semaine. On a découvert plein de choses, plein de jeux de société. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous étiez très nombreux à regarder ces émissions en live. Les gens disent ça, c'est à la télé, donc j'essaye de le dire aussi, même s'il y a moins de monde qu'à la télévision. Envoyez vos dons. On a une belle semaine qui se prépare aussi la semaine prochaine. Je n'ai pas révisé, donc j'ai pas les gens qui viennent en tête. C'est super.
tout est bien organisé. Il y a ton calendrier qui est juste en dessous. Et j'ai mon calendrier qui est en dessous. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il fait là, mon calendrier? Je crois que je vais regarder ça. Mais oui, on a Kiwizu la semaine prochaine, donc on aura l'occasion de découvrir des jeux pour enfants. Ça sera la semaine prochaine. Voilà. Puis on aura une matinale avec Pénélope, une matinale avec Johan, très probablement également, même si on n'a pas encore choisi le thème. Plein de sujets à aborder. On va bien s'amuser ensemble encore une fois. Là, c'est le moment du week-end, donc on vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne. Bonne journée à tous et à bientôt. Salut.